Cool. Bah, merci à tous, bonsoir. Merci à tous, c'est notre première fois à Genève, enfin, c'est ma première fois à Genève particulièrement, mais c'est trop cool de voir que la communauté Ruby est partout et les meet-up. Et j'espère qu'on pourra collaborer dans le futur à faire plein de trucs. Mais ce soir, en tout cas, je vais vous parler de Rails, de MultiDB, de Solid Cache, Solid Queue, Solid Cable, tous les solides possibles, et bien sûr de Camel. Du coup, aujourd'hui, le plan, ça va être pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Pourquoi c'est intéressant de. Pourquoi on va parler de tout ça? Pourquoi on va parler de Camel? Pourquoi on va parler de Solid Cache, Solid Queue, tous ces trucs-là? Pourquoi c'est important de se poser la question de pourquoi ça existe? Je vais vous présenter un peu les concepts purement techniques et conceptuels qu'il y a derrière, de pourquoi Basecamp les a créés et tout ça. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Solid Cable ou qui l'ont mis en prod? Ou Camel? Solid Queue, Cache et Cable, par exemple? C'est en test. Et on va essayer de voir comment le mettre en place justement dans une vraie app de la vraie vie avec potentiellement des vrais utilisateurs et ce genre de choses. Et évidemment, on va déployer ça avec Camel parce que c'est un peu tout qui va ensemble et c'est plutôt cool. Avant de continuer, alors ma photo ne charge pas, je ne sais pas pourquoi, mais rapide présentation pour savoir qui vous parle. Je suis Guillaume Bridel, lead dev chez SpenDashQ, avec qui je suis venu un peu ce soir. Je fais pas mal d'open source, notamment sur Stimulus particulièrement. Peut-être que vous connaissez. J'espère que vous avez testé Stimulus Components à une époque. Et voilà, vous pouvez me retrouver à peu près partout sur Internet sur voilà, mon handle. Donc si vous voulez parler sur Twitter ou sur LinkedIn ou partout, n'hésitez pas. Je suis très bavard de manière générale, donc voilà, n'hésitez pas à venir papoter. Et vous pourrez retrouver tous les slides et tout sur les internets. Avant de commencer, un tout petit peu de contexte de pourquoi je vais vous parler de ça. Ce talk, c'est la suite d'un ensemble de talks que j'ai fait par le passé en France particulièrement. Mais en gros, j'avais déjà parlé à Paris de chez Algolia. Pourquoi c'est important de se poser la question et comment faire pour déployer avec Camel et pourquoi vous devriez quitter le cloud, mais le cloud en tant que pass. Donc voilà, ça c'est un peu la suite des choses. Si vous voulez plus d'informations, parce que je n'aurai pas le temps de tout aborder ce soir, j'ai aussi fait un podcast par les gens de Double Slash. C'était grave cool, pareil, avec le concept derrière de pourquoi Camel, pourquoi quitter le cloud, pourquoi Rails, pourquoi tous ces concepts sont relativement importants et pourquoi ça peut vous intéresser. Et pareil, c'était grave cool, on a eu des super retours, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on va faire ce soir. Et pareil, autopromotion encore un tout petit peu. J'ai fait pas mal d'articles sur Camel, comment le déployer, pareil pour SolidQ, les nouveautés dans Rails 8, comment s'en servir dans la vraie vie, et peut-être comment monitorer tout ça avec Raw versus Rails. Ça pourrait être cool. Mais rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi s'intéresser à SolidQ et SolidCache particulièrement? Pourquoi conceptuellement c'est important de se poser la question de pourquoi ça existe? Mais tout de suite, pour répondre, il y a deux vidéos que je vous incite fortement à regarder. C'est les vidéos de Donald McBreen et de Rosa, qui ont respectivement créé SolidCache et SolidQ, et de comment ça a été pensé à 37 Signal, comment ça a été pensé chez Basecamp, et ils ont expliqué énormément leurs problématiques, et pourquoi ceci est une réponse à leurs problématiques, et pourquoi les outils qu'il y avait déjà sur le marché ne sont pas forcément compatibles avec ce qu'ils avaient besoin de faire. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder ces vidéos, elles sont vraiment hyper intéressantes sur le fonctionnement interne de Basecamp et sur tous ces trucs-là. Et voilà. Mais nous, dans notre monde, à nous, avec nos utilisateurs à nous, on peut se poser la question de... en fait, la réponse tient en trois mots. C'est le coût, la performance et la simplicité. Et un truc qu'on oublie souvent, et pour ceux qui font du Rails depuis longtemps, on a tendance à l'oublier, mais la headline du site de Rails, c'est compresser la complexité. Ce qui est quand même hyper intéressant. Quand vous testez d'autres frameworks, vous pouvez se rendre compte que... des trucs qui nous paraissent complètement naturels dans Rails et hyper simples à mettre en place. Ça peut être des usines à gaz dans d'autres frameworks potentiellement ou d'autres technos. Donc voilà, ça, je vous invite potentiellement à aller revoir la headline de Rails ou le site web de Rails parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc voilà, mais en tout cas, ça tient en trois mots, c'est ces trois mots, c'est pour ça qu'on a envie de développer des nouveaux outils pour nous simplifier un peu la vie. Il y a un truc qui est cool, c'est que Rails 8 est la première version de Rails qui n'a pour seule dépendance et uniquement dépendance la database. Et la database, le point bonus, c'est que ça peut être du SQLite. Pourquoi c'est important? Parce que, encore une fois, on veut faire en sorte que n'importe qui puisse démarrer un business, démarrer un site web, démarrer ce que vous voulez, en le plus simplement possible. Et Rails a toujours eu, depuis 2004, depuis le début, pour vocation de simplifier nos vies, avec, pour ceux qui l'ont vu, la présentation de DHH à l'époque sur comment créer un blog en 15 minutes, qui à l'époque était une révolution, il fallait plusieurs semaines, peut-être mois même, pour faire ça à l'époque. Donc voilà, c'est toujours cool de se dire que la vision de Rails n'a pas changé et que ça va dans ce sens-là. Et ça, c'est quand même plutôt chouette.
Rapidement, un petit tour d'horizon sur Rails 8 en 2 mots, bah, c'est tout chain free. C'est la première version, pareil, de Rails où il n'y a pas besoin d'outils autres que Ruby. Par exemple, vous n'avez pas besoin de Node d'installer sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de grand-chose en fait, vous n'avez même pas besoin de Postgres qui tourne, vous avez besoin juste de Ruby sur votre machine, que ce soit en dockerisé ou pas, mais vous avez besoin juste de Ruby. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir justement le tooling, par exemple, comme du no-build, on peut utiliser les import maps, vous pouvez utiliser tout un tas de choses, et vous n'avez jamais, à aucun moment, besoin de Node d'installer. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Pareil, on garde en tête que c'est pour simplifier nos vies. Pareil pour SolidQ, vous pouvez très bien l'utiliser avec du SQLite à travers Puma. Vous n'avez pas besoin de lancer un worker, un deuxième service, monitorer tout un tas de choses. Vous pouvez tout lancer dans Puma, et ça aura le même comportement que le mode async, concrètement. Donc c'est quand même plutôt cool. Il y a 2 nouvelles gemmes qui sont sorties, 3, mais 2 particulièrement dont on va parler, c'est SolidQ, SolidCache et un peu SolidCable. Donc on y reviendra dessus, mais pareil, c'est maintenant par défaut dans Rails 8, donc c'est plutôt génial. Et si vous voulez faire des interactions pour vos utilisateurs, vous n'avez pas besoin d'installer React, des usines à gaz ou des trucs un peu compliqués. Vous pouvez faire des interactions qui vont correspondre à peut-être 90-95% des besoins des gens de la vraie vie avec Hotwires, pareil. Je vous invite à aller voir les présentations qu'on a fait à Paris notamment et à Lyon, parce qu'on en parle énormément et du coup, bah, c'est plutôt cool. Le concept derrière la trifecta, donc le trio, la trinité, je ne sais pas comment on dit, de Solid, c'est qu'en gros, le concept, ça va être de remplacer les outils traditionnels qui tournent d'habitude en RAM, ça va être de les mettre dans la base de données. Le concept, c'est de tout miser sur la base de données. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, avec les solutions modernes, le hardware moderne, eh ben, on se retrouve avec des solutions qui sont aussi rapides, voire plus, on le verra après, sans avoir besoin de dépendance particulière. Et on va tout mettre dans la base de données. Donc le cache, les sessions, Active Cable, typiquement ce genre de choses. Et en fait, bah, pour un coût qui est significativement réduit. Par exemple, DHH disait qu'avec la migration sur Camel et SolidQ, en quelques années, ils ont économisé 9 millions de dollars. Donc pour certaines boîtes, c'est une erreur d'arrondi, mais dans l'immense majorité des business, ça reste quand même cool d'économiser 9 millions de dollars qu'on peut mettre dans des ingénieurs, qu'on peut mettre dans de la R&D, qu'on peut mettre dans autre chose et bah, sans quasiment rien faire à part le coût de la transition. Donc potentiellement, c'est hyper intéressant. Traditionnellement, l'architecture de votre application ressemble à peu près à ça, selon vos environnements, vos besoins, ce genre de choses. Mais généralement, on a un load balancer qui pointe vers plusieurs conteneurs Rails. Tous sont connectés à une database, donc Postgres ou ce que vous voulez, à du Redis, et vous avez des workers qui tapent aussi dans les 2 databases, et ça fait des trucs. Ok, très bien, cool. Mais avec la solution de SolidQ, Cache, etc., votre architecture pourrait ressembler à ça. Alors là, tout de suite, ça paraît pas hyper intéressant. On a juste enlevé Redis. Ok, Redis, ça coûte quelques dollars par mois, par année, on s'en fiche. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est le monitorer, le manager, vérifier qu'il est toujours up and running, que justement, il est toujours à jour, qu'on a des problèmes de dépendance ou pas. Enfin, c'est toujours un service en plus à mettre en place. Et bah, sur vos équipes, sur l'outil, enfin sur l'ordinateur de vos équipes, vous devez aussi le maintenir, le mettre en place. Et potentiellement, ça coûte un peu d'argent. Mais on verra aussi que c'est surtout un problème de performance. Et du coup, bah, vous pouvez encore aller plus loin avec ce qu'on a dit avant pour une app très très simple. Voilà, vous avez un client qui n'a pas beaucoup de besoins, votre infrastructure pourrait ressembler à ça. Vous n'avez pas forcément besoin de load balancer, vous pouvez avoir un Rails qui contient, je répète, SolidQ dedans. Vous n'avez pas besoin de Redis et vous avez quelque chose qui est en prod en l'espace de à peu près 14 secondes selon vos besoins. Donc ça, c'est quand même hyper malgré tout intéressant. Et bah voilà, le but, encore une fois, c'est de simplifier au maximum votre mise en production dès que vous faites un Rails new, et ça, c'est quand même plutôt cool. Il y a énormément d'avantages, comme je viens de dire, ça fait un composant de moins à manager, toujours cool, parce que, on rappelle, on pourra avoir des dizaines de composants à manager, un de moins, c'est toujours cool. Naturellement, ça devient moins cher, on verra après qu'on peut nuancer ce propos, mais on verra après pourquoi, bah, quelle est la balance entre les gains et la performance, entre le coût et la performance, entre le coût et la complexité, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser bien plus de place que si vous êtes sur Redis. Redis, on parle en giga au mieux quand vous êtes riche, en méga souvent pour la plupart du temps. Là, on va parler en téra de données qu'on peut stocker, que ce soit pour le cache, la session ou tout un tas de choses. Donc ça reste intéressant, potentiellement, selon vos besoins, de mettre des téras de cache en production. Et c'est le cas de Basecamp. Si je me souviens bien, ça commence à faire longtemps. DHH disait à la Rails World de Toronto qu'ils avaient plus de 10 Tera de cache qui tournaient en permanence en fonction des besoins. Et on verra après pourquoi c'est hyper important qu'on ait beaucoup plus de place. C'est fast enough dans le sens où, bah, en fait, effectivement,
Est-ce qu'une base de données, on a encore conceptuellement cette idée que c'est lent parce que ça tourne sur des disques durs à plateau. On a vraiment cette idée que la RAM c'est rapide, un disque dur c'est lent. En fait, les technologies ont changé, les NVMe sont devenus hyper performants et potentiellement, bah, c'est largement suffisant, largement assez suffisant pour vos besoins dans l'immense majorité des cas. Vous n'êtes probablement pas Shopify, vous n'avez pas des besoins, vous n'avez pas des loads insane, probablement en tout cas statistiquement. Donc du coup, c'est largement assez rapide. Un autre truc qui est cool, ça c'est un side effect plutôt sympa, vous pouvez, parce que c'est en base de données, bah, c'est des modèles classiques que vous mettez à disposition SolidQ, Cable, etc., etc. Donc vous pouvez utiliser du SQL classique pour faire des stats sur vos données, des stats sur votre cache, pour l'invalider, pour faire tout un tas de choses, qui avec des outils comme Sidekick ou Redis sont peut-être, je dis pas plus compliqués, mais potentiellement c'est un truc de plus à connaître. Alors que là, vous pouvez lancer votre commande sur Heroku et accéder à vos données en SQL classique. Donc ça, c'est quand même plutôt très agréable. Et pour faire surtout des stats et invalider des trucs, c'est quand même très très pratique. L'autre avantage, vous en doutez, vu que ça vient nativement avec Rails 8, bah ça marche à la sortie. Vous faites un Rails new, ça marche. Merci, merci, bonsoir. Ce qui n'est pas le cas de tous les outils, hein. Par exemple, Rescue ne vient pas, par exemple, avec énormément de choses qui sont importantes en production. Pareil pour Sidekick, potentiellement, il y a des versions payantes où vous devez installer des gemmes manuellement et ben, vous vous retrouvez dans la situation où vous devez maintenir plusieurs gemmes en parallèle, tout ça. Ça peut être potentiellement compliqué. Transition toute trouvée sur Solid Cache. Solid Cache, c'est quoi? C'est un cache store pour Active Support. Donc, c'est tout le mécanisme qu'il y a derrière le cache de Rails, que ce soit pour le fragment caching, le caching individuel, le caching, le Russian doll caching, j'arrive pas à parler. Est-ce que ces concepts déjà, je vais peut-être un peu vite, pardon, mais est-ce que ces concepts déjà sont flous pour vous, le Russian doll caching, le caching de manière générale? Ça va? Cool. Ok, donc du coup, bah, c'est juste un cache store derrière tout ça. Ça a été battle tested, encore une fois, il y a beaucoup de boîtes qui l'ont testé avant leur mise en production en 1.0, mais surtout Basecamp a été fondé sur justement le concept de SolidQ et Solid Cache évidemment. Et en deux, trois petits trucs, c'est que c'est pratique parce que ça gère l'expiration du cache, et c'est un point hyper important parce que quand on a conceptuellement une donnée infinie, parce qu'on est sur des bases de données en terras de données, bah c'est important de savoir comment invalider le cache. Ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il y a deux choses qui sont très dures en informatique, c'est nommer les choses et invalider le cache. Bon bah là, c'est sur le papier out of the box, ce qui est plutôt cool. Pareil, ça gère l'encryption par défaut, donc c'est plutôt cool, et le sharding. Alors ça, c'est deux points probablement beaucoup plus rares dans nos quotidiens, mais en tout cas, pour un service de mail, c'est quand même hyper important. Et le sharding, c'est pour des besoins quand même assez très très élevés. Donc voilà, c'est bon à savoir. En tout cas, là, ça marche out of the box, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Sidekick, où vous êtes obligé de mettre en place des trucs un peu spécifiques. Le but, comme je disais, ça va être une question de trade-off. Et en quelques secondes, comment ça se passe? C'est que, bah, ok, Redis, la taille d'une instance de Redis va être ridiculement petite. Encore une fois, ça va être en termes de gigas. Le prix va être excessivement élevé, surtout si vous n'auto-hébergez pas votre instance Redis. Si vous passez par des outils comme Heroku, par exemple, ou Fly, ou Render, ce genre de choses, le prix d'une instance Redis va être stratosphérique par rapport à la quantité de données que vous pouvez y mettre dedans. Par contre, les performances, bah, bien sûr, sont sur le papier incroyables. Enfin, pas sur le papier, elles sont incroyables. On parle en millisecondes, voire moins, pour accéder à une donnée. Donc les performances sont imbattables sur le papier. Mais voilà, vous avez une quantité qui est minuscule de données que vous pouvez sauvegarder. Et bah, la base de données, c'est pas l'inverse, mais en tout cas, les données artificiellement sont illimitées. Le prix est ridiculement bas par rapport à la quantité qu'on peut en sauvegarder. Euh, c'est toujours par rapport à la quantité qu'on peut en sauvegarder. Mais par contre, les performances sont un peu moindres, c'est vrai. Factuellement, c'est un peu moins performant. Est-ce que c'est un problème? On verra après que je pense pas. Pas dans l'immense majorité des cas en tout cas, mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Le coût, par exemple, sur Heroku, pour avoir 500 mégas, c'est pas une typo, c'est vraiment 500 mégas de RAM disponible dans Redis, ça coûte 120 $ par mois. Donc pareil, on oublie que l'argent coûte cher quand même, mais voilà, 500 mégas, 120 $. Chez Scalingo, qui est un concurrent français de Heroku, bah ils sont un peu plus gentils. Pour à peu près le même prix, on a 4 gigas. Ok, ça commence à être cool, mais c'est que 4 gigas. 4 gigas de cache, c'est pas beaucoup hein, pour une grosse application. Et à l'inverse, si vous auto-hébergez, parce que c'est un peu tout le concept derrière Kamal qu'on a vu dans les autres prêts, sur Scaleway, pour ce même prix-là, vous avez un ordinateur complet, un serveur complet, avec 8 cœurs, 16 threads, 64 gigas de RAM, pareil, c'est pas une erreur, et 2 Tera de NVMe.
Vous avez une machine de guerre qui va héberger l'immense majorité de vos applications, voire plusieurs sur le même serveur, pour le prix de 500 mégas de RAM chez Heroku. Donc on est dans des ordres de grandeur qui n'ont absolument plus aucun sens en termes de coût. Mais voilà, c'est toujours important de se rappeler que, bah voilà, en termes de coût, on est quand même, voilà. Et le trade-off, là, ce que je dis tout le temps quand je parle de ça, et ce qui est important de savoir, le concept qu'il y a eu derrière Basecamp, ce qu'ils avaient derrière la tête, c'est que c'est toujours une balance à trouver entre la rapidité pour récupérer la requête sur Redis et le cache miss rate. Alors c'est quoi le cache miss rate? On m'a posé la question l'autre jour. C'est le fait que, ok, c'est rapide d'accéder à Redis, mais comme il y a peu de place sur Redis, il y a de fortes chances que la donnée ne soit pas là, que le cache n'existe pas parce qu'il a été invalidé. Parce que justement, il n'y a que 4 Go de RAM. Si vous avez quelques centaines, milliers, dizaines de milliers ou plus d'utilisateurs, bah, le cache va être invalidé en permanence. Alors oui, certes, c'est rapide d'accéder à Redis, très bien, mais la donnée, elle n'est probablement pas là, donc il va falloir la recalculer pour la remettre en cache. Et c'est ça la balance qui est importante, c'est que oui, la base de données est un peu plus lente, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais par contre, la donnée va être probablement là, et c'est peut-être probablement beaucoup, beaucoup plus rapide d'accéder à une donnée lentement que de recalculer la donnée elle-même. Et c'est ça le trade-off qui est hyper important, c'est ça tout le concept derrière Solid Cache, Solid Queue et ce genre de choses. Et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je l'ai testé en production et c'est véridique, sur Redis, la base de données, enfin le cache est quasiment, en caricaturant, quasiment jamais là. Autre chose qu'on peut faire pour justement nuancer un peu le fait qu'une base de données est lente, on peut faire des optimisations. Déjà, la première, c'est de le faire absolument tourner sur un NVMe. C'est bien plus rapide que des SSD, qui eux-mêmes sont bien plus rapides que des disques durs à plateau. Donc pareil, faites-le absolument tourner sur des NVMe. Les puissances et le prix d'un NVMe coûte quasiment plus rien. En tout cas, sauf si vous avez un business derrière, ça coûte quasiment plus rien. Un truc aussi que vous pouvez faire, c'est désactiver je ne sais pas le prononcer, le write-ahead logging. Donc c'est tous les mécanismes de vérification de base de données pour vérifier que la donnée est intègre. Donc si vous faites justement, quand vous faites une transaction sur Postgres, il y a des mécanismes qui gèrent le fait que, par exemple, votre disque à plateau va prendre feu à ce moment-là, que la transaction va être valable. Donc ça coûte énormément en performance, mais ça permet de vérifier que la donnée est intègre. Pour du cache, on s'en fout que la donnée soit intègre, au pire, elle ne sera pas là et on la recalculera. Donc c'est pas grave, vous pouvez désactiver ça et gagner énormément en performance, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous le savez, mais Postgres, pour l'immense majorité du temps, fonctionne déjà sur la RAM. Quand vous installez Postgres, les données vont être par défaut envoyées sur la RAM dans un buffer, et ce buffer-là va être ensuite écrit sur le disque. Ça, c'est le mécanisme actuel par défaut de Postgres, et par défaut, Postgres prend tout le temps, systématiquement, 25% de votre RAM, en production évidemment, mais du coup, cette taille, vous pouvez l'augmenter. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez passer à 70, 75, 80% de la RAM qui est accessible juste pour le buffer. Et dès que vous allez faire une requête, la donnée sera physiquement sur la RAM. Et là, vous voyez où je veux en venir, c'est que ça simule un peu le comportement de Redis. Du coup, c'est quand même cool, et ça, c'est configurable, c'est paramétrable, et c'est quand même plutôt chouette. Autre astuce que, pareil, j'ai testé qui marche très très bien, c'est l'extension officielle PG Prewarm. Son nom, porte bien son nom, c'est que vous pouvez mettre une base de données, une table entière qui est physiquement sur le disque. Vous pouvez l'envoyer dans le buffer, sur la RAM, justement grâce à cette extension, en disant ok, le cache, cette partie-là, je sais qu'elle va être souvent utilisée, elle va être rapidement utilisée au moment de boot mon application, et prends toute cette table, mets-la dans le cache, et là vous avez quasiment resimulé Redis, mais avec des quantités de RAM et des quantités de disques qui sont énormes. Autre chose importante, c'est ce site web, c'est là que j'ai trouvé l'immense majorité des optimisations, donc Andrew Atkinson qui a fait énormément de choses sur justement l'optimisation de Rails, de Redis, de Postgres, de notre écosystème de manière générale. Et cet article que vous pourrez retrouver est vraiment une mine d'or pour tester et avoir des performances très similaires à celles que vous pouvez avoir sur Redis. Un exemple que j'aime bien citer, c'est que par exemple Basecamp du coup a fait des stats. Pour vous donner un ordre d'idée de à quel point c'est plus lent sur le papier, c'est qu'en termes d'écriture, de lecture, alors j'avais mes petites notes, ils sont passés sur Redis en moyenne de 0,7 millisecondes pour accéder à une donnée à 1 milliseconde pour accéder à une donnée. Donc en termes de performance, en pourcentage, c'est énorme, c'est à peu près 40% de performance en moins. Donc on peut se dire c'est énorme, mais en fait, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 1 milliseconde de moyenne que de ne pas avoir justement 0,7 millisecondes parce que la donnée n'existe pas. Et pareil en écriture, en performance, ils ont perdu 55% de performance. Pareil, en ordre absolu, c'est très peu. On est passé de 0,9 millisecondes à 1,4 millisecondes. Donc c'est invisible en fait dans l'immense majorité des cas. Et
allons-y gaiement, mettons tout dans Postgres, c'est trop cool. Pareil pour SolidQ, c'est exactement le même concept que SolidCache, mais pour la partie workers. Donc bah voilà, le concept c'est tout en base de données, énormément de tables qui vont tout gérer. Il n'y a jamais à aucun moment du Redis qui est mis en place. Tout est dans la base de données. Donc on peut séparer les bases de données, on y viendra après. Mais le concept c'est de faire des jobs asynchrones. Voilà, c'est des workers classiques. Il y a un truc qui est très important, c'est qu'on peut gérer la concurrency. Donc vous pouvez spawn sur le papier une infinité de workers, ce qui est quand même agréable. Et justement, ça c'est géré à la perfection. Qui n'est pas le cas de tous les active job workers, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, c'est quand même plutôt cool. On peut gérer des tâches récurrentes, ce qui n'est pas le cas nativement par défaut dans Sidekick et la plupart des workers. Donc là, c'est géré par défaut. Vous pouvez enqueue énormément de jobs en même temps. Donc c'est le fameux Perform All Later qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, dans Rails 6, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, tous les trucs dont on a besoin par défaut et dans l'immense majorité des applications tournent nativement sur SolidQ. Donc c'est quand même plutôt agréable. Pareil, même concept, Andrew Hankinson qui a fait cet article-là, je vous invite fortement à le tester, enfin à aller lire ces articles-là, même son blog de manière générale, il est vraiment hyper cool. Concrètement, comment est-ce qu'on va implémenter tout ça? Ok, imaginons, je vous ai convaincu, vous avez envie de tester ça en prod, vous avez envie de réduire vos coûts ou vous allez lancer une application, vous êtes convaincu, vous n'avez pas envie d'installer des trucs, comment on fait? Bah, c'est quand même relativement très simple, hein. Vous avez juste à créer des bases de données dans votre database.yaml. Vous avez à créer des nouvelles clés, justement ici. Vous pointez vers les bons hosts en fonction de votre configuration. Vous avez juste à créer, par exemple, des nouvelles instances RDS ou des nouveaux conteneurs Docker si vous êtes auto-hébergé. Vous pointez tout ça au bon endroit, vous faites les choses comme il faut, et bah voilà, votre application Rails est prête à utiliser SolidQ et SolidCache. Donc ça, c'est plutôt cool. Et petite astuce, là je ne le précise pas, mais tout, si votre application est vraiment petite, vous pouvez tout mettre dans la même base de données. Parce que, pareil, vous n'avez pas énormément de lecture-écriture, vous n'avez pas des centaines de milliers d'utilisateurs, vous n'avez pas envie d'avoir un Sidekick ou un Redis à côté, bah vous mettez tout dans la même base de données, ça fonctionne à la perfection. Pour les side projects ou les petites apps qui n'ont pas beaucoup de budget, ça marche excessivement bien. Et pareil, pour le configurer dans votre environnement de production, bah vous avez juste à mettre les bons stores configurés et bah, juste ça tourne. Alors ça maintenant c'est tout par défaut dans Rails 8, donc vous n'avez pas grand chose à faire. Auto-promo, pour changer, je vous invite à aller voir le repo que j'ai fait, donc c'est un playbook Ansible qui permet de automatiquement créer des conteneurs, automatiquement créer des nouveaux serveurs à la volée. Alors là en l'occurrence c'est sur Scaleway, mais ça permet, je l'ai préconfiguré très bien pour Scaleway, mais peu importe, ça peut être chez DigitalOcean, n'importe lesquels. Et ça va préconfigurer, sécuriser, préparer votre environnement pour accueillir une app Rails. Donc ça va configurer par exemple le pare-feu, les droits, ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite à le lancer et c'est excessivement simple à faire. Et dans notre cas précisément ce soir, eh ben, ça pourrait ressembler à ça. Vous précisez l'image, donc là c'est du Ubuntu probablement. Vous précisez la taille de votre instance que vous voulez créer. Donc là pareil, c'est Scaleway, mais peu importe. Vous précisez tous les nouveaux serveurs que vous voulez créer. Parce que dans ce cas-là, on veut créer un service égal un serveur, mais vous faites ce que vous voulez. Vous lancez cette minuscule commande, et bah là, vous allez prendre un café, vous allez faire une pause, parler à vos collègues, aller lire de la documentation, faire de la veille, ce que vous voulez. Et en général, c'est quelques minutes plus tard maximum, et ben, ce playbook Ansible aura créé pour vous les 5 serveurs dont vous avez besoin. Mais là, il n'y a rien de magique, c'est rien à voir avec Camel ou quoi, c'est du pur Ansible. Et ça va créer absolument tout pour vous, et 5 minutes après, bah, ça aura tout créé, et vous aurez un environnement de production prêt à être déployé pour de vrai dans la vraie vie, sécurisé, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite, vous en doutez, je suis un gros fan de Camel, vous l'avez compris, bah, on va déployer tout ça avec Camel. Bah, du coup, comment on fait? On a déjà configuré SolidQ et SolidCache, bah, déployons tout ça avec plaisir. Est-ce que vous avez déjà fait du Camel, peut-être? Jamais de Camel? Grave erreur, il faut absolument tester, je pense, c'est hyper important. Camel, bon, c'est, bah, vous savez sûrement par contre que c'est fait par Basecamp, qu'ils ont tout migré récemment dessus. Et en gros, c'est comme le Capistrano version conteneurisée. Le but, c'est de lancer une commande, d'être complètement dépendant de n'importe quel service. Ça peut être vos serveurs soit dans le cloud, effectivement, ça peut être vos serveurs dans une cave dans votre boîte ou votre MacBook Pro si vous en avez un vieux. Mais en gros, ça fait uniquement créer des conteneurs et ça les déploie sur votre serveur, ça ne fait que ça. Donc là, maintenant qu'on a configuré nos serveurs chez Scaleway, eh ben, on va configurer notre environnement Camel pour que justement il déploie tout ça.
Donc pareil, c'est très très simple. On met notre solid queue dans cette commande-là, on configure tout. Alors est-ce que je peux scroller? Peut-être, ça peut être intéressant. Je peux scroller, incroyable. On va déployer justement une base de données, une deuxième base de données, une troisième base de données, parce que là j'ai fait le choix de les séparer, mais encore une fois, on peut toutes les avoir ensemble. Et du coup, bah, c'est globalement tout ça, c'est des apps que j'ai en prod, en side project pour m'amuser, mais ça tourne en prod, les utilisateurs payent pour ça, et ça marche bah, excessivement bien. Et c'est pas parce qu'il y a une base de données ou 14, c'est pas parce qu'il y a un projet ou 14 que ça coûte plus cher. Le serveur est le même. Je paye en l'occurrence 40 € par mois et j'ai plusieurs side projects qui rapportent de l'argent concrètement pour payer des fondus et tout un tas de trucs avec justement seulement 14, avec seulement un serveur à 40 € par mois. Ce qui est impossible techniquement avec du Sidekick, avec du Heroku, ce genre de choses. Ces projets ne seraient probablement pas rentables si je devais les héberger autrement. Et si ça scale, bah, évidemment, le coût restera très probablement stable. Pour scaler avec déployer ça sur un deuxième serveur, ce sera excessivement simple. J'aurai juste à relancer mon Playbook Ansible et en avant. Pour faire tout ça, bah, une fois que j'ai configuré tout proprement, je fais un Camel Setup. Si vous ne connaissez pas, peu importe, ça va juste préparer l'environnement, les conteneurs, les builder l'image, ce genre de choses. Et ensuite, bah, vous allez le déployer. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve dans une configuration à peu près ressemblant, pas à peu près d'ailleurs, ressemblant à ça. J'ai juste oublié le proxy de Camel au milieu, mais peu importe. Vous allez avoir une instance Rails en l'occurrence, 3 bases de données, un solid queue qui tourne, et bah là, ok, j'ai 5 serveurs en l'occurrence, mais je pourrais en avoir encore une fois qu'un seul si je voulais. Si j'ai besoin de scale, comme je disais, bah, très rapidement, je peux mettre un load balancer, que je vous conseille pour le coup d'être public, parce que c'est une autre mentalité, c'est quelque chose qui est très dur à faire pour gérer énormément de choses. Donc il y en a des dizaines sur le marché, mais la plupart marchent tous exactement de la même manière. Vous pouvez déployer ça sur d'autres serveurs, tout va se connecter automatiquement. Avec Camel, que ça soit, ouais, avec Camel, vous pouvez déployer une infinité de conteneurs. C'est excessivement simple à mettre en place. Vous avez juste à rajouter les adresses IP et ça va spawn des conteneurs à l'infini. Si vraiment on est des fous, on peut encore aller plus loin. Pareil, j'ai quasiment rien à faire, j'ai juste à acheter un serveur, configurer son adresse IP, et je vais avoir un réplica et du sharding. C'est les deux trucs qu'on voit en bas. Donc le sharding, ça va être de faire en sorte de la même table, la même base de données va être splittée sur deux serveurs différents. Et il y a plein de mécanismes qu'on peut faire, mais par exemple, on va prendre une ligne sur deux, va être sur deux serveurs différents. On va mettre tous les Anglais sur une base, tous les Français sur une autre, ou tous les Suisses en l'occurrence. Donc le sharding, ça va être la même table conceptuellement séparée sur deux serveurs pour évidemment des raisons de performance. Donc voilà, pareil, avec Camel, SolidQ, SolidCache, excessivement simple à mettre en place. Et c'est quand même chouette de se dire qu'on peut un peu anticiper le futur malgré tout. Et encore une fois, c'est la headline de Rails, from, je me souviens plus, from startup, je ne sais plus, to IPO. To Hello World, from Hello World to IPO. Bah là, c'est de l'IPO. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est du Hello World. Donc la vie est magnifique. Alors, en conclusion, parce que je traîne, en conclusion, gardez les choses simplement. Vous n'avez pas besoin, dans l'immense majorité des cas, même les apps qui ont beaucoup de trafic, gardez les choses simplement. Le hardware moderne a une performance qui n'a aucun sens. Gardez les choses le plus simple possible. Il n'y a pas besoin de partir dans des délires de « ok, je vais mettre du rescue en ça, ça, ça ». Dans l'immense majorité des projets sur lesquels je suis intervenu, ou même Aspen HQ, bah en fait, ça marche, la stack de base marche très très bien pour l'immense majorité des projets. Voilà ce que je viens de dire du coup. Le hardware est surpuissant. On a encore, nous, Tecos, on a vraiment, surtout pour ceux qui en font depuis longtemps, cette idée que les disques à plateau, c'est encore la norme, mais c'est absolument plus le cas, que les processeurs, c'est encore lent et qu'il faut absolument scale sur plusieurs serveurs. Mais aujourd'hui, pour des prix dérisoires, vous avez des monstres en processeurs. Surtout maintenant avec les processeurs ARM, ce genre de choses, on peut faire vraiment un trafic énorme sur un seul serveur. Et bah, je vous invite à faire des tests parce que vraiment, on oublie à quel point ça peut être puissant. Pareil, bah, c'est un peu moins de prise de tête, évidemment, moins de trucs à gérer, on l'a vu, je ne me répète pas, mais voilà. Mission Control, je voulais un peu faire la présentation de ça. Donc c'est l'interface graphique, l'interface web qu'il y a derrière SolidQ. Donc c'est un peu comme slash sidekick avec slash sidekick web. C'est la même chose pour Mission Control. Alors c'est cool, c'est pas incroyable pour l'instant, mais d'ailleurs c'est open source, donc vous pouvez contribuer dessus. L'interface de Sidekick est meilleure, mais celle-ci a le mérite d'exister. Et si vous n'avez pas envie de le faire en ligne de commande, bah, vous avez quand même une petite interface jolie, c'est quand même plutôt chouette. Et voilà, la conclusion, c'est comme d'habitude, je vous invite réellement à le tester. Si vous avez l'occasion de... Bah, pareil, le coût de la transition est toujours compliqué à absorber ou à justifier à un client.
ou même en interne. Mais voilà, si vous avez des side projects, vraiment, je vous invite fortement à tester. C'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez, c'est beaucoup moins cher que ce que vous pensez. Et rester sur des sidekicks classiques parce qu'on connaît, bah ça vaut peut-être, je sais pas, je connais pas votre besoin, ça vaut peut-être pas forcément le coup. J'ai beaucoup parlé, mais merci à tous de m'avoir longuement écouté. Et vous pouvez retrouver cette presse et toutes les autres, toutes les vidéos et tout un tas d'autres trucs sur cette adresse web. Merci. Et peut-être que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux détailler un peu sur ta gem Ansible Kamal, les règles firewall? Ouais, C'est un exemple, donner un peu plus de détails. j'ai complètement. Ça me fait plaisir de parler de ce projet, mais c'est pas une gem, c'est un playbook. Donc, alors Ansible, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose, c'est un service, un outil, c'est fait en Python pour le coup, qui permet de configurer des serveurs à distance. C'est pour faire du provisioning, avec une sorte de définition en YAML. On va lui dire, bah, configure tel serveur de telle manière, exécute telle commande, installe tel package, fais ceci, fais cela. Et là, pour le firewall particulièrement, ça va installer UFW. Je ne risquerai pas à le dire en anglais comme ça, mais c'est UFW qui va justement couper tous les ports, dont ceux de la base de données, donc elle n'est pas accessible via Internet. Ça va couper tous les ports, ça va autoriser que le port pour le SSH, le port pour le port 80 et le port 443. Et ça va couper tout le reste. Et bah, c'est tout, c'est la configuration de base. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais DHH, c'est exactement de cette façon qu'ils configurent A pour Basecamp. Pareil, un truc que je n'ai pas dit ce soir, mais les outils modernes, surtout Ubuntu, sont devenus ultra sécurisés par défaut. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, même quand vous quand vous lancez un conteneur sur Heroku, il n'y a pas de configuration magique, c'est vraiment la base de la configuration d'un pare-feu. Et là, bah, c'est ce que ça fait. Sauf que quand vous installez Ubuntu, tous les ports sont ouverts par défaut, et là, ça les coupe. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, donc en fait, tous les nœuds ont accès soit à la base ou Redis, enfin tous aux autres composants, aux autres accessories. Ouais, en gros. Mais c'est pas par défaut. C'est que si tu fais le choix de mettre ta base de données sur un serveur externe, donc en dehors de celui de Rails, tu vas devoir ouvrir le port. Et d'ailleurs, j'ai fait pareil, je l'ai enlevé des slides, mais j'ai fait un tweet en disant que UFW, donc le pare-feu UFW, n'est pas compatible avec Docker. C'est-à-dire que Docker, quand vous définissez un port sur Docker, donc port par exemple n'importe lequel, le 5432, eh ben, il va passer à travers UFW, même si les ports sont cachés. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais du coup, la meilleure façon de faire si tu as plusieurs serveurs, c'est de créer un réseau privé virtuel si tu es sur un cloud, et si tu es en interne, bah, en général, c'est en fonction de ton provider de machine virtuelle que tu vas devoir le configurer. Ok, donc en fait, Docker court-circuite complètement la Complètement, ouais. stack TCP/IP de Linux. Complètement. Complètement. Si tu définis l'ouverture des ports sur Docker, ça la court-circuite entièrement. Ça, c'est bon à savoir, et d'ailleurs, le tweet a pas mal fait de bruit, parce qu'en fait, l'immense majorité des gens ne le savent pas. Quand tu mets le port 54.2 en public sur Docker, ça bypass, ça passe par les data tables, je ne sais plus comment ça s'appelle, IP table de Linux, et ça passe pas par le pare-feu classique. Donc hyper important à savoir, mais si tu utilises que IP table et pas UFW, normalement, tu sais ce que tu fais, et du coup, tu n'auras t'auras pas de problème. Ouais. Ok, donc ça court-circuite pas tout quand même. Ok. Non, non, bien sûr, ça passe par IP table natif de Linux, quoi, en gros. Est-ce qu'en ils font, par curiosité, tu sais comment ils font? Ils font avec Ansible aussi ou avec un autre? Alors non, on n'a pas le détail, en tout cas pas à ma connaissance. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont acheté un ordinateur à 500 000 $ chez Dell. Ils l'ont mis dans une cave quelque part. Et en gros, ils en ont un autre en Europe. Et c'est un cluster avec énormément de machines virtuelles dedans. J'ai pas le détail, donc peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que c'est du QMU. Je sais pas comment ça se prononce. Euh, QMU, aidez-moi. Et en gros, bah voilà, c'est un serveur qui a des terras de RAM pour le coup, qui a plusieurs processeurs, qui a énormément de choses. Et voilà, et il lance tout sur des machines virtuelles, et il y a des gens qui s'occupent de ça. Ah, donc en fait, ils ont plus de. Ils n'ont plus de cloud du tout. Ouais, ils ont plus Ouais. de soucis réseau en fait. Tout est. Normalement, ils ont tout dans une cave quelque part, ouais. Sur Terre, on ne sait pas où. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi le risque de tout avoir dans la même DB, dans la même DB Postgres, SolidQ, SolidCache et comment tu peux anticiper en fait la limite, le point critique? Eh ben,
Alors, j'ai pas atteint le point critique sur mes side projects. Je pense que la limite, c'est de faire en sorte que justement le cache ou l'écriture du cache ou de SolidQ euh, bah, court-circuite, c'est pas le terme, mais court-circuite la performance de l'accès à la base classique. Donc, mais si tu fais ça, normalement, ton projet est assez petit pour jamais avoir le problème. Par contre, si ton projet a pour vocation d'avoir plus que d'être un side project un peu rigolo, bah, je pense que très très vite, voire tout de suite, sépare-le en deux pour le prix que ça coûte et le peu de charge mentale que c'est, autant le séparer. Parce que si tu veux scale l'un plus que l'autre, bah, tu seras bien content. Et généralement, le cache va scale beaucoup plus que la base de données de production. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque, mais je pense que c'est, à part pour des projets qui ont pour vocation de rester tout petits, ne pas faire ça, c'est une bonne chose, je pense. Mais voilà, le risque, il n'y en a pas beaucoup. Postgres peut prendre des centaines, des milliers de requêtes dans la tête tout le temps. C'est ce qu'il fera avec du cache et c'est ce qu'il fera avec la base de données de production de base. Donc en fait, je pense que c'est un problème pour dans très longtemps. Mais si tu veux l'éviter, en vrai, c'est par les deux. On a vu, c'est tellement simple d'avoir deux instances. Ou même si par exemple, tu veux rester sur du RDS ou équivalent, tu prends deux RDS, tu pourras choisir leur taille en fonction des besoins, l'un pour le cache et le reste, l'un pour la production. Surtout que l'un pourra être backup, l'autre pas. Et du coup, ça te coûtera peut-être moins cher aussi. C'est quand même plutôt cool, quoi. C'est assez flexible. En fait, tu fais normalement à peu près comme tu veux. Mais par exemple, moi, j'ai eu le problème sur un side project, c'est que tout était au même endroit, sauf que le backup bah, est devenu énorme. Et bah, c'est des coûts que j'avais pas trop anticipé, parce que le cache était quasiment illimité. En fait, je l'invalidais avec des mécanismes enfin, de logique, quoi. Mais je l'invalidais pas de manière automatique tous les jours, par exemple. Et le backup est devenu énorme. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai réglé ce problème, mais c'est un coût que j'avais pas anticipé, par exemple. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un lien quelconque historique avec Foreman, l'outil Foreman qui permettait de faire tourner par exemple chez Heroku Ouais. à la fois Puma et Sidekick? Est-ce qu'il y a un lien soit par les contributeurs, soit par Non. je ne sais quoi? Il n'y a pas de lien. En fait, la façon dont fonctionne SolidQ, c'est que c'est un plugin Puma. Et en gros, Puma, bah, il va créer des threads, des workers, mais en l'occurrence, c'est des threads. Et bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va spawner un thread via Puma de SolidQ. Parce que SolidQ est juste un process sur votre Linux. Sidekick faisait pareil. Dans l'immense majorité des cas, on le sépare, mais tu pourrais très bien spawn un thread, justement, SolidQ, Sidekick ou n'importe lequel, à travers Puma. Donc là, il y a un plugin Puma pour faire ça. Donc il n'y a pas de lien avec Foreman. Foreman, c'est juste un truc qui lance des threads, donc des process en l'occurrence, mais voilà, donc non, il n'y a pas de lien. Voilà. Et j'ai un doute, mais je crois que tu n'utilises pas Caval en production, donc peut-être que tu vois pas trop comment ça fonctionne. Je travaille pas chez Puma. Ouais, tu connais pas trop. Ouais. Ok. D'autres questions? Sinon, je crois que j'ai fini. Bah, super, merci beaucoup. Merci. Merci.